On va passer tout de suite à la suivante, s'il vous plaît, de l'entomologie agricole. Bonjour à tous ou rebonjour à quelques-uns. Je m'appelle Christian Mille, je suis chercheur en entomologie au laboratoire d'entomologie appliquée à l'IAC Pau-Creux. Et je vais vous présenter un petit peu les travaux qu'on a fait, qu'on continue de faire et qu'on va faire dans l'avenir. Voilà. En premier lieu, on fait un travail de taxonomie, donc c'est un peu connaître le nom des espèces. Et bien sûr, pour cela, on a aussi une collection de références qui nous permet de répondre aux demandes d'identification que nous avons du CIVAP ou de nos partenaires, comme par exemple le GDSV avec qui nous travaillons, nous collaborons, plus sur des expertises pour notamment la province des îles Loyauté, où on est venu plusieurs fois ensemble pour travailler sur des problématiques d'insectes. Voilà. Ensuite, je vais vous parler bien sûr du travail aussi qu'on a fait sur la punaise de l'avocat qui, comme vous le savez, fait les dégâts bien connus, les petits cailloux à l'intérieur des avocats, et qui est bien sûr une problématique importante pour les producteurs d'avocats des loyalciens. Et donc là, on a d'ailleurs en collaboration avec la Chambre d'agriculture, on a développé une argile, tout simplement l'utilisation d'une argile qui fait un écran et qui permet de lutter contre ce ravageur. Mais bien sûr, on va en reparler parce que c'est pas le seul moyen de lutte qu'on voudrait développer contre ce ravageur. Et puis bien sûr, on travaille aussi sur les mouches des fruits. On a aussi une connaissance approfondie maintenant des espèces de mouches des fruits présentes sur les îles Loyauté. Et tout ça, c'est de la recherche autour des bio-insecticides, comme vous l'a dit Valérie juste avant moi, et puis de trouver des moyens de lutte les plus performants possibles dans le contexte loyalcien. Alors aujourd'hui, on développe, j'ai la chance de co-encadrer une thèse sur le papillon piqueur qui va donc travailler sur l'écologie chimique du papillon piqueur pour connaître vraiment la physiologie de cette bête au niveau de l'olfaction, de son olfaction, de sa manière de sentir, de reconnaître les odeurs des fruits avant d'aller les piquer. Et donc c'est quelque chose sur lequel on a vraiment beaucoup d'espoir. Donc la thèse va se dérouler par certaines phases, des collectes d'odeurs sur le terrain ou au laboratoire, avec des pompes à odeur que nous avons déjà au laboratoire, une machine que j'espère avoir bientôt au laboratoire, qui est une GCMS couplée avec un électro-anténogramme, qui permet en temps réel de connaître la molécule qui va avoir un effet biologique sur l'insecte. Et donc c'est un outil extrêmement important. Le seul bémol, c'est qu'il ne va pas nous donner tout de suite l'information de savoir si c'est répulsif ou attractif comme molécule. Donc il faut retourner sur un tunnel de vol pour voir un petit peu le comportement de la bête vis-à-vis de cette odeur ou de cette molécule. Donc un retour au laboratoire jusqu'à, je l'espère, arriver sur des systèmes de piégeage qu'on va bien sûr évaluer au champ. Donc là, un résultat qui a été extrêmement intéressant en 2014 grâce à un financement du Fonds Pacifique avec nos collègues de Nouvelle-Zélande, où on a pu expliquer sur un plan chimique simplement pourquoi, en Nouvelle-Calédonie et dans quelques autres îles du Pacifique, pourquoi le papillon piqueur, donc ici présent, là, que vous connaissez tous si vous prenez une lampe et que vous allez voir vos fruits le soir, pourquoi il est passé des ménispermacées, donc une liane qui est très présente d'ailleurs dans les forêts de l'Ifou, aux érythrines, parce qu'il y avait en commun des molécules chimiques qui étaient vraiment en commun, et donc la femelle a pu se tromper pour pondre ses œufs, ou alors il y a aussi une habituation des larves, des chenilles, qui ont pu
manger cette érythrine qui est un hôte de substitution. Donc ça, c'est pour vous illustrer un petit peu la capacité de l'écologie chimique que ça peut, enfin les informations que ça peut apporter et qui sont très intéressantes. Donc c'est pour ça que je voudrais le faire sur des ravageurs tels que la punaise de l'avocat ou les huachochos, comme on dit à Marais, donc les bêtes jaunes qui sont des gros ravageurs sur les cultures maraîchères. Et également, bien sûr, l'Adoretus versutus, le rose beetle, qui est arrivé en 2004, certainement du Vanuatu ou alors de Wallis et Futuna, on ne sait pas trop, mais c'est une bête qui fait des gros dégâts sur les cultures d'igname. Donc, c'est un contexte, on l'a dit tous, et on va, je pense, le répéter souvent, un contexte environnemental fragile qu'il faut absolument protéger ou conserver en l'état. Et donc, il y a le système de lutte par conservation qui est intéressant, puisqu'on va développer là des bandes fleuries ou des plantes de couverture qui maintiennent la faune auxiliaire à proximité des cultures, de manière à que cette faune auxiliaire s'occupe de la faune ravageuse qui peut être embêtante sur les cultures. Donc là, on a des exemples de l'arachis pintoy qui a été développé en verger sur la station de Paucreux. Et puis là, je vous ai mis des photos d'insectes auxiliaires qu'il faut absolument avoir autour des cultures. Donc là, l'asticot de cette cirfe, de cette mouche, et puis la célèbre coccinelle de Montrosier, qui est une coccinelle qui est extrêmement efficace sur certaines cochenilles. Et Oleti à tous pour cet accueil. Merci beaucoup. On finit par Luc qui va nous faire sa présentation. Ok, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Luc de la Patrona, je travaille à l'IFREMER. Je vais vous présenter un petit peu une présentation courte de l'intérêt de développer des recherches sur l'agriculture biosaline aux îles Loyauté. Donc, c'est un projet de développement avec d'autres organismes scientifiques. Alors, comme vous le savez, l'agriculture aux îles Loyauté est confrontée à des problèmes de salinisation qui vont empirer avec l'impact du changement climatique et notamment la salinisation des nappes phréatiques. Ensuite, cet impact du changement climatique et cette montée des eaux va provoquer une érosion des terres cultivables en bord de mer et va introduire de plus en plus d'embruns sur les cultures du bord de mer. Un autre impact, comme vous le savez également, c'est l'impact plus fort des cyclones, l'intensité des cyclones qui va augmenter, et donc des probabilités d'avoir des intrusions d'eau de mer sur les terrains du bord de mer. Un autre problème qui est prévu avec le changement climatique, c'est une intensification des sécheresses hivernales du type de celle qu'on connaît cette année, mais ça sera de façon récurrente chaque année et de plus en plus forte. Bref, une pénurie d'eau douce. Donc une solution pour s'adapter à la diminution des ressources en eau douce, à la salinisation des sols et à la sécheresse aux îles, ce serait de développer de l'agriculture biosaline. C'est-à-dire, c'est la culture des plantes halophytes. Donc les plantes halophytes, c'est des plantes qui sont résistantes au sel, donc on les arroserait avec de l'eau salée, on les ferait pousser sur des sols salés. Donc dans le cadre on peut faire plein de choses avec les halophytes, mais dans le cas des îles Loyauté, ça serait vraiment de produire des légumes qu'on appelle des aliments fonctionnels, c'est-à-dire des légumes qui, lorsqu'on les fait pousser avec de l'eau salée, pour se protéger, vont développer des éléments bénéfiques pour la santé humaine, c'est-à-dire des vitamines, des antioxydants, et ces fameux oméga 3 et oméga 6. Alors, comme l'avait dit tout à l'heure le maire, la province des îles est bien sensible déjà à ces problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et donc là, dans le projet, on est en association avec l'association Neofood et le cluster Cap Agro. En fait, vous avez déjà un site atelier à l'IFU avec la cantine de l'IFU, en fait, qui essaie de promouvoir à nos gosses, à nos enfants, de manger plus de légumes. Et donc l'intérêt, ce serait en fait de leur faire manger des légumes arrosés à l'eau salée. Alors il ne faut pas croire que cette agriculture biosaline, c'est encore un petit machin, une invention de scientifiques et que ce n'est pas du tout développé. Il faut savoir que c'est extrêmement développé de plus en plus dans les pays arides et semi-arides et également en Europe. Je veux juste vous montrer quelques photos pour vous montrer que ça existe déjà. Là, c'est des photos de serres de plusieurs milliers de mètres carrés en Belgique qui produisent une salicorne. Là, c'est des photos qui ont été prises en Hollande. Donc tout ça, c'est arrosé à l'eau de mer, toujours pour produire des salicornes.
Donc là, c'est à Hawaï, on fait de l'hydroponie, on cultive de la salicorne, hein, c'est l'eau de mer. Et là, par exemple, c'est en Israël où en fait, ils utilisent des eaux de rejet de fermes de poissons pour arroser des cultures d'halophytes, pour mieux les faire pousser. Et donc là, c'est en Arabie Saoudite où c'est en plein désert, où ils refont des sols complètement artificiels et ils arrosent des plantes halophytes avec de l'eau de mer. Alors, il m'en manque une qui ne veut pas sortir. Bon, enfin bref. Donc en fait, mais je voulais dire que dans le cas des îles Loyauté, donc il faut savoir qu'il y a des développements beaucoup plus artisanaux. Il manque une photo en haut à gauche, mais bon. En bas à droite, en fait, c'est des champs en Poitou-Charentes où en fait ils cultivent une espèce de salicorne qui a été sélectionnée. Donc ils ont inventé une espèce de tondeuse qui coupe juste la tête des halophytes, hein, puisque c'est la partie qui est consommée. Là, c'est un peu plus roots comme système, puisque le gars il récolte à la main. Et ensuite, bien sûr, donc c'est plutôt vers ce type de développement qu'il faudrait se développer aux îles Loyauté. Hein. Là, j'ai repompé des trucs de la Calédonie agricole pour ceux qui ont vu. Donc, quelle recherche pour les îles Loyauté ? Donc, nous, sur la Grande Terre, déjà avec d'autres organismes scientifiques, on a déjà un peu avancé sur la question, puisqu'on a fait déjà des inventaires des plantes halophytes qu'il y a en Nouvelle-Calédonie. On est arrivé à peu près à une trentaine d'espèces. Donc on sait, d'après la bibliographie, mais bon, c'est un peu ancien ce que j'ai, c'est que sur les îles Loyauté, vous consommez déjà des halophytes. Hein, je ne veux pas dire les noms en lifou parce que c'est pas bien. Donc, mais vous en avez au moins 3. Il y en a certainement d'autres que vous consommez de façon traditionnelle. Donc la première des recherches, ça serait de compléter l'inventaire de ces plantes aux îles Loyauté. Sur la Grande Terre, on sait déjà où elles vivent, ces plantes. Hein. Elles vivent ce qu'on appelle les tannes, c'est-à-dire les grands plateaux à crabes de la côte ouest, en bordure des mangroves. Là, en bas, ici, c'est à Wano, c'est des zones marginales. Hein, et on en trouve aussi pas mal en bord de mer. Certaines, vous les connaissez, certaines, vous ne les connaissez pas, mais toutes celles-là sont consommées. Hein. Donc, on a une, en haut, c'est le coquia, donc c'est une sorte de thym qui est consommé. À droite, on a le vrai pourpier. En bas, on a le faux thym, ou soude. En bas à droite, on a la fameuse salicorne. En haut à gauche, c'est la roche, c'est un épinard. En bas, en haut à droite, c'est un laitron que vous connaissez. En bas, c'est la tétragone ou épinard de Nouvelle-Zélande. Et en bas à droite, c'est le faux pourpier, qu'on appelle vrai pourpier en Calédonie. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme recherche ? En fait, il faudrait mieux connaître ces plantes dans leur milieu pour mieux les cultiver. Parce qu'au départ, on va partir avec des variétés sauvages. Et avant d'arriver à avoir des variétés cultivées, il va falloir qu'on aille sur le terrain et qu'on regarde un peu les écotypes les plus sympas à améliorer. Parce qu'il faut savoir que suivant la salinité avec laquelle on va arroser ces plantes, en fait, on n'aura pas du tout la même morphologie, on n'aura pas du tout le même légume à la fin. Donc, si on veut cultiver ces plantes, il va falloir avoir des semences. Et donc, qui dit semences, il va falloir qu'on fasse des petites études sur la germination. Parce qu'il faut savoir que si les adultes de ces plantes halophytes, elles se développent mieux avec du sel, les graines, généralement, elles se développent à l'eau douce. Mais ça, il faudra qu'on le définisse, on ne le sait pas encore. Bon, après, il faudra qu'on fasse d'autres recherches en laboratoire, bien sûr. Alors, bon, quand on cultive un légume traditionnel avec de l'eau salée, voilà ce qui se passe, hein, on a une baisse du rendement. Donc, on espère avec les halophytes, en fait, qu'on aura le meilleur rendement. Mais il faut savoir que ça va dépendre un peu du type de plante. Hein. Parce que par exemple, celle-là, donc c'est une halophyte. Celle-là, on voit que lorsqu'on l'arrose avec une eau d'irrigation qui contient 20% d'eau de mer, c'est là qu'elle va mieux le pousser. Mais si on prend une autre plante, par exemple, on voit que celle-là va mieux pousser avec une eau d'irrigation qui contient 50 à 75% d'eau de mer. Donc ça, il faudra qu'on le définisse. Après, pour en revenir à l'effet bénéfique de ces plantes, il faut savoir que suivant la plante, suivant la partie de la plante, et suivant la salinité de l'eau d'irrigation, on n'aura pas les mêmes quantités et les mêmes produits bénéfiques pour la santé. Donc ça, il faudra qu'on l'étudie également. Donc aujourd'hui, on a ça, ce que vous connaissez tous, c'est-à-dire que c'est ce qui est produit au gîte de Point Gamme, en fait. Hein. C'est du faux pourpier qui est face en cornichon. Mais demain, pourquoi pas avoir ça aux îles Loyauté, à savoir ce qu'on appelle les légumes de la mer en métropole ou en Belgique, ce type de développement. Olekti, merci pour votre accueil. Bravo, merci beaucoup. Je laisse la parole à notre collègue. Merci. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler de la diversification et développement de l'aquaculture en Nouvelle-Calédonie. Donc, quelles opportunités pour les loyautés. Ah oui. Bon, moi, je suis Liet Chim, donc chercheur à l'IFREMER. Et je vais parler au nom de 4 collègues, donc Dominique Pham, Luc de la Patronin, Émilie Wabet. Nous sommes tous les 4 donc à l'IFREMER.
Mais avant de vous parler donc de l'aquaculture et des possibilités de développement en province des îles, je voudrais vous faire un bref rappel de la situation au niveau mondial et ensuite de en Océanie, de l'aquaculture et de la pêche. Alors vous voyez ici en orange donc, ce qui correspond à la pêche. Et vous voyez que à la fin des années 80, la pêche commençait à plafonner. Là, s'exprimait en millions de tonnes, alors que l'aquaculture, la part de l'aquaculture qui était relativement faible jusqu'à la fin des années 80, a explosé donc jusqu'à récemment. Donc, ceci est montré par cette diapo où vous avez donc la consommation de poissons donc en kilogrammes donc par tête d'habitant, c'est au niveau mondial. Hein. Vous voyez que jusqu'à dans les années 80, la part de l'aquaculture représentée ici en orange est relativement faible, alors qu'elle a commencé à augmenter. Et aujourd'hui, le poisson que l'on mange représente plus de la moitié du poisson consommé en global. C'est-à-dire que la part apportée par la pêche a considérablement diminué. C'est une autre façon. Donc, vous avez ici donc, le poisson consommé donc, provenant de la pêche, ici en orange, et ici donc, le poisson consommé provenant de l'aquaculture. Nous sommes ici à l'intersection donc, des deux sources, où vous voyez que l'aquaculture va apporter à terme beaucoup plus de poissons que la pêche. Quelques chiffres ici en capture, donc en pêche pour les eaux douces et les eaux de mer. Les captures totales, vous voyez qu'en 2009, elles étaient à 90 millions de tonnes et en 2014, elles étaient encore autour de 90 millions de tonnes. Alors que si vous regardez le total en aquaculture, nous sommes passés dans le même laps de temps de 55 millions de tonnes à 73 millions de tonnes. Et vous voyez ici que la consommation humaine a continué à augmenter durant ces dernières années et que cette consommation, en fait, elle peut être couverte grâce à l'aquaculture, parce que la pêche, elle plafonne de toute façon. Alors, au niveau de l'Océanie, si vous regardez ici, c'est la part de l'aquaculture. Vous voyez que l'aquaculture reste relativement faible et se maintient faible par rapport donc à la pêche qui représente toujours et encore donc la source principale de poissons. Et il se trouve qu'en Océanie, donc l'aquaculture qui n'est pas importante, la Nouvelle-Calédonie par la crevette et Tahiti par les perles noires sont les deux, je dirais, représentants de l'aquaculture dans cette région du globe. Alors, quelques mots donc, sur le développement de l'aquaculture. Donc, le développement de l'aquaculture suit un certain nombre de critères. Et bon, là, il est indiqué que la question n'est pas tant de savoir s'il faut cultiver la mer, donc faire de l'aquaculture, mais la question est plus de savoir comment le faire. Donc comment le faire, justement, ça suit un certain nombre de critères. Or, en agriculture, là je vous ai mis quelques photos pour illustrer donc l'agriculture intensive et à droite donc des photos d'agriculture vivrière. Donc il est évident, le bon sens dit que en province des îles, on ne va pas s'amuser à faire de l'agriculture intensive pour différents critères techniques, économiques, sociaux, etc. La même chose en élevage, où vous pouvez effectivement, les techniques le permettent, faire des élevages intensifs de porcs, de bovins et de poulets. Mais bon, on voit qu'un système beaucoup plus à faible intrant serait, enfin le bon sens dit que c'est plus adapté donc, à la province des îles. Eh bien, au niveau de l'aquaculture, c'est la même chose.
Là, je vous ai mis des photos donc, d'aquaculture intensive industrielle qui se passe actuellement. Là, vous avez des cages d'élevage de thon, hein, où vous voyez que pour nourrir les thons, il faut accoster donc, les cages avec des bateaux qui vont transporter des poissons. Juste pour vous donner une idée, dans une cage, vous allez produire comme ça une 50aine de tonnes de thon. Mais pour produire ces 50 tonnes, il faut 8 fois donc, le poids en poisson qu'on utilise pour nourrir ces thons. Donc, et là, ici, pour illustrer donc, encore une aquaculture industrielle, vous avez l'aquaculture de la crevette. C'est un projet donc, à Madagascar où les petits projets, c'est 500 hectares et qui vont aller jusqu'à 1000 hectares. Ce n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie puisque les plus grandes fermes, c'est une centaine d'hectares. Et vous voyez qu'à l'opposé, donc, on peut développer de l'aquaculture vraiment, pour faire une comparaison, comme de l'agriculture vivrière. Donc, vous voyez que ce bon sens, en fait, couvre des critères, et je vous en parlerai derrière, des critères qui permettent de faire le choix du modèle d'aquaculture qu'on souhaite développer. Il faut savoir aussi que quand on s'engage donc, dans un modèle ou dans un autre, ça a des conséquences sur l'amont, c'est-à-dire que dans un système d'aquaculture intensive, il va falloir prévoir de produire donc, des aliments pour nourrir cette aquaculture, et ce sont des unités industrielles qui nécessitent donc l'approvisionnement en matières premières comme la farine de poisson, farine de soja, etc. À l'inverse, donc, dans un modèle d'aquaculture un peu plus vivrière, on va pouvoir développer localement donc, la production de petites quantités d'aliments pour nourrir les élevages. De la même façon, donc, en aval, vous voyez ici une usine de traitement du poisson au Vietnam. Il faut des usines avec des équipes conséquentes de personnes, alors que dans une petite aquaculture, on peut se contenter d'ateliers de filetage beaucoup plus adaptés donc, au contexte d'ici. Cela dit, il y a des projets qui ne considèrent pas du tout ce type de critères. Vous avez un projet actuellement à Tahiti, par exemple. Alors, je ne donne pas un avis, hein, c'est juste pour vous dire que ça existe, où finalement, il y a un investisseur chinois qui a obtenu donc, 30 hectares dans un atoll en Polynésie française pour produire du mérou, de l'oche-monnaie et du Napoléon. Et l'objectif à terme, c'est de produire 100 000 tonnes de poissons. Ces poissons seront exportés en Chine et les travailleurs qui vont produire ces poissons viendront de Chine. Donc c'est un modèle de développement. Je ne le juge pas, mais ça peut exister aussi. Alors, quelle opportunité pour les loyautés ? Très, très rapidement, donc si on regarde ici donc les forces et les faiblesses pour les îles loyautés, moi j'ai noté donc en termes de force l'eau accessible, je parle de l'eau de mer, je parle de l'aquaculture d'eau de mer uniquement. Donc il y a l'eau de mer qui est disponible en quantité et en qualité. Vous avez des espèces autochtones qui peuvent être consommées sur place ou tournées vers l'exportation. Vous avez une population qui est tournée vers la mer. Vous avez aussi un tourisme qui se développe, je pense notamment aux croisiéristes. Mais des faiblesses aussi existent, c'est-à-dire qu'en aquaculture, il n'y a aucune filière actuellement sur les îles. Il n'y a pas non plus de recherche de développement pour accompagner cette filière inexistante. Vous avez une population qui est relativement faible, donc il faut en tenir compte. Et a priori des surcoûts au niveau des approvisionnements, parce qu'il faut tout faire venir par bateau, enfin, en tout cas de Nouméa. Par contre, les îles sont adossées à la Grande Terre. Et à la Grande Terre, il y a quand même de nombreuses opportunités avec une filière aquacole structurée. On ne part pas de zéro. Il y a possibilité d'avoir des aliments, des larves, de l'expertise, etc. Il y a aussi de la recherche et développement. Il y a des possibilités de formation et il y a aussi un marché proche
qui est la Grande Terre avec le tourisme. Les menaces qui concernent la Nouvelle-Calédonie, c'est l'évolution des coûts des intrants. Je pense aux aliments. Pour fabriquer les aliments en Nouvelle-Calédonie, on fait venir les farines de poisson d'Amérique du Sud et du tourteau de soja des autres pays. Donc ça pose problème. Il y a des risques de rupture des approvisionnements. C'est une menace plus en relation avec, bien sûr, la province des îles, parce qu'en aquaculture, en tout cas quand on élève des animaux, on ne peut pas se permettre de manquer une semaine de nourrissage, par exemple. Si l'aliment n'arrive pas, les animaux ils risquent de crever, tout simplement. Il y a le problème, on en a parlé tout à l'heure, de dérèglement climatique, avec notamment les cyclones. Il y a aussi le problème de sécheresse ici, si j'ai bien compris. Et puis il y a le problème d'exode urbaine qui ne fait qu'accentuer le problème de main-d'œuvre disponible sur le territoire, sur les îles. Donc, en termes de recherche-développement en aquaculture, au cours de ces 3 dernières décennies, l'IFREMER, mais également l'IRD d'aujourd'hui, et la DECAL aujourd'hui, on a travaillé sur un grand nombre d'espèces. Là, vous avez la liste de toutes les espèces. Donc, je ne vais pas vous les citer une par une parce que on est contraint par le temps. Je suis sous pression. Par contre, je vais vous citer juste 4 espèces. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, une espèce d'algue. Le mozoku, c'est le nom japonais. Je vous en parle plus tard. Je parle des halophytes, mais bon, Luc nous a fait une présentation juste avant. Donc je ne reviendrai pas dessus. Il y a aussi le bénitier qui pourrait être une espèce intéressante. Vous voyez que l'intérêt de ces 3 espèces, c'est qu'il y a très peu d'intrants pour produire. Aussi bien une algue halophyte ou bénitier qui filtre son eau et qui n'a pas besoin d'aliments, c'est des candidats parfaits. Et puis j'ai sorti quand même la crevette bleue. Alors c'est contradictoire sans l'être. L'intérêt de la crevette bleue en Nouvelle-Calédonie, mais je vous parlerai d'une technique adaptée pour la province des îles. L'intérêt de travailler sur cette espèce ici, c'est qu'on dispose à peu de distance des juvéniles et des aliments. Et ça, c'est une condition parfaite. Donc, très rapidement, donc le mozoku, là, cette algue, c'est une algue qui est produite au Japon, dans le sud du Japon, au sud de Kyushu, jusqu'à Okinawa. C'est une algue très appréciée, c'est considéré comme un produit de luxe pratiquement, par les Japonais. Et l'intérêt, c'est que cette espèce, donc, qui est écrite ici, elle existe dans les eaux calédoniennes. Et cette espèce a été produite au Mont d'Or par un privé pendant quelques années. Donc c'est faisable. La technique, elle est disponible. Elle n'est pas forcément très difficile. Donc pour parler de marché, grosso modo, si on considère qu'il y a 100 000 Japonais et qu'il n'y a qu'eux qui peuvent, en touristes annuels, et qui peuvent consommer 100 grammes de mozoku au cours de leur séjour d'une semaine, ce qui serait facile pour un Japonais parce qu'il en mangerait beaucoup plus, eh bien vous pouvez arriver à 10 tonnes de marché. Les halophytes, dont je ne reviens pas dessus, Luc vous en a parlé ce matin. Donc les bénitiers, très rapidement. Donc des travaux ont été réalisés sur 5 espèces, dont sur certaines d'entre elles, on est capable de les reproduire, de produire les larves, etc. Les bénitiers sont produits dans certains pays de la zone comme source de protéines et aussi également comme produit pour l'aquariologie. Et puis la crevette, oui, la crevette, ce n'est pas uniquement dans des grands bassins, etc. Il y a un travail qui a été fait à Tahiti, mais avant Tahiti, il y a un travail qui a été fait au Brésil. On est capable d'élever de la crevette en cage flottante, que vous voyez ici donc à l'extérieur de l'eau, plongée dans l'eau, etc. Et les croissances obtenues sont vraiment superbes. Les animaux bénéficient donc du granulé qu'on leur distribue automatiquement, donc pas trop d'intervention de la main-d'œuvre, mais ils vont aller venir brouter ici aussi les algues et les animaux qui vivent sur la maille. Donc on peut imaginer tout à fait de produire de la crevette localement pour alimenter en crevettes fraîches, voire vivantes, les hôtels.
Voilà, alors pour finir, juste pour vous informer que les pays qui se sont engagés dans le développement de leur aquaculture ont commencé donc par produire des plans de développement. Donc la liste des pays qui ont fait des plans de développement. Et les plans de développement de l'aquaculture, en fait, permet de définir le potentiel et les opportunités, les défis, stratégies, etc. Et surtout, la recherche et développement, elle va venir se greffer dessus. Une fois qu'on a décidé du développement d'une filière, d'une espèce, d'une technologie, la recherche peut travailler pour essayer d'optimiser cette technologie ou débloquer cette technologie. Si on parle d'une espèce qu'on ne maîtrise pas la reproduction, ben la recherche pourra faire un travail en amont pour permettre de reproduire cette espèce en captivité. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi si j'ai débordé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va maintenant avoir une présentation sur l'aquaculture. On reste dans le domaine marin, hein, l'aquaculture des microalgues en Nouvelle-Calédonie. Donc, merci Loïc. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Lodéan, je suis à la fois d'Ifremer Nantes et un petit peu d'Ifremer Nouvelle-Calédonie, et à partir du 1er janvier, complètement d'Ifremer Nouvelle-Calédonie. Donc je vais vous présenter un programme qui a débuté en 2014 en collaboration étroite entre l'Adécal Technopole et l'Ifremer. Ce programme s'appelle Amical, qui signifie aquaculture de microalgues en Nouvelle-Calédonie. Donc les microalgues, c'est quoi ? Je vais vous en dire rapidement deux mots. Ce sont des organismes microscopiques qu'on ne peut pas voir donc à l'œil nu, qui ont des formes tout à fait variables, des couleurs variables. Les couleurs sont un peu estompées sur la projection, mais il y en a des vertes, des brunes, des rouges. Il y en a qui forment des chaînes, qui s'associent. Les cellules s'associent les unes aux autres. Il y en a qui sont en forme d'étoiles. Donc c'est une diversité très importante, et on imagine qu'il y a qu'il y a plus de 200 000 espèces de microalgues marines. Certains pensent qu'il y en a à peu près 1 million. Où est-ce qu'on trouve les microalgues ? Alors dans des lieux assez improbables quelquefois, comme une eau croupissante dans un endroit un peu insalubre. Voilà une photo qui est beaucoup plus jolie, c'est des microalgues qui se sont incrustées dans la glace d'un iceberg qui en fait a basculé de 90 degrés. Donc la ligne perpendiculaire à la surface, c'était la ligne de flottaison du glacier, et donc les algues ont réussi à s'incruster dans la glace. Il y a des algues aussi qui sont capables de vivre dans la neige. On en trouve aussi dans des geysers avec donc des conditions d'acidité qui sont très très basses. On peut en trouver qui se développent sur les pignons des maisons quand on est situé pas très très loin de la mer. Et puis on peut en trouver aussi dans des lacs en plein désert, et en particulier, des espèces en particulier. Mais là où on va trouver le plus grand nombre de microalgues, c'est évidemment dans le milieu marin. Là, les traces vertes qu'on voit sur la photo, c'est le long des côtes d'Arabie Saoudite, donc ça représente des kilomètres carrés absolument impressionnants. Là, c'est dommage parce que en fait, tout ce qui est brun devrait être rouge. C'est des développements de microalgues dans des conditions très particulières, ce qu'on appelle les eaux rouges ou les eaux vertes. Donc on peut atteindre des concentrations telles, quelquefois dans le milieu naturel, que la couleur de l'eau en est complètement affectée. Alors, les microalgues, ça fait partie du phytoplancton. Le phytoplancton est consommé par le zooplancton, qui peut être zooplanctonique pendant toute sa vie ou simplement zooplanctonique à l'état de larve. Et puis après, on boucle la chaîne alimentaire. Donc les microalgues, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne alimentaire. Pourquoi s'intéresser aux microalgues ? Parce qu'en fait, on sait maintenant qu'il y a de nombreux domaines d'application où on peut valoriser ces microalgues. Certaines sont déjà consommées par l'humain. La spiruline est consommée depuis très longtemps en Afrique et au Mexique, mais maintenant dans les pays occidentaux. C'est un produit de luxe. Il y a une diatomée qui est autorisée pour l'alimentation humaine, et la chlorelle également. On utilise les microalgues en tant qu'alicaments, c'est-à-dire c'est des compléments alimentaires. Les microalgues sont le seul maillon
de la chaîne alimentaire qui est capable de fournir qui est capable de produire certains éléments intéressants pour la santé. Alors après, si on consomme les consommateurs de ces microalgues, on va pouvoir en bénéficier aussi. Mais là, on a accès à la source première des DHA, des EPA, des oméga 3, oméga 9, oméga 6, etc. En santé, on sait qu'il y a des propriétés très intéressantes qu'on peut extraire des microalgues. Je ne rentre pas dans les détails, sinon je vais déborder. En énergie, vous avez dû tous entendre parler du biocarburant qu'on pouvait produire à partir des microalgues. Donc c'est une réalité, ça marche. C'est absolument pas rentable et c'est pas près de l'être. Mais on sait qu'en tout cas on peut le faire. Et là où ça pourrait devenir rentable, c'est si on valorisait une autre molécule à travers les microalgues et que le biocarburant était du coup un produit résiduel. Et à ce moment-là, on pourrait le vendre très peu cher. C'est utilisé en nourriture animale et bien sûr en priorité en aquaculture pour nourrir les mollusques, les poissons, les crustacés. Mais on commence à les utiliser pour les volailles et en particulier en distribuant ces microalgues dans l'eau de boisson. Et puis on peut envisager aussi d'intégrer ces microalgues dans des aliments pour ovins ou bovins. Alors il ne s'agit absolument pas de remplacer ces aliments par les aliments donnés de façon habituelle par les microalgues. Alors voilà, cosmétiques aussi, bien sûr, vous avez dû en entendre parler, on utilise un peu de microalgues dans la cosmétique, mais il y a une très très forte demande. Dans l'industrie aussi, et dans l'environnement, on peut utiliser les microalgues pour séquestrer du carbone, et en particulier piéger du carbone qui peut sortir de fumée d'usine. Comment est-ce qu'on peut les produire, ces microalgues? Il ne s'agit pas d'aller les récolter en mer, hein. Donc on peut les produire dans des bassins, des grands bassins comme ceux-là. En voilà deux autres, soit des raceway, hein, comme en haut à gauche, soit des bassins tout à fait classiques, soit des photobioréacteurs. Et là, c'est quand on veut répondre à des demandes de qualité et de propreté exigées par la valorisation. Pourquoi avoir choisi la Nouvelle-Calédonie? On a considéré que c'était un climat qui était particulièrement adapté, des surfaces en bord de mer disponibles, un pays d'aquaculteurs, ça c'est important par rapport aux autres territoires outre-mer français, et puis la grande biodiversité qui existe sur Terre, on s'est dit peut-être qu'on va en retrouver également une au niveau de la bande côtière. Les moyens qu'on a mis en œuvre, on a créé 2 laboratoires, donc toujours avec la Décale, Ifremer Décale, le LEMA à Nouméa, dont vous avez quelques photos ici et que vous pourrez venir visiter à l'occasion. C'est situé sur le site de l'Aquarium des Lagons. Et le LTMA à Koné, dont vous avez 2 vues ici. Alors très rapidement, le LEMA s'est chargé de faire des bioprospections le long du littoral, de sélectionner des souches avec un dispositif original. On a maintenant une souchothèque et on travaille à la caractérisation physiologique et biochimique des espèces. Et le LTMA est plus une entité pilote qui, malgré tout, nous a permis de dupliquer la souchothèque pour des raisons de sécurité. Mais le but premier du LTMA, c'est de faire des essais pilotes pour prouver la faisabilité d'une production en extérieur de microalgues et aboutir à un transfert vers des professionnels qui voudront bien s'installer sur le territoire. Et donc tous ces travaux-là sont aussi soutenus par le labo de Nantes, donc auquel j'appartiens, qui est un petit peu le référent scientifique de tout ça. J'arrive presque à la fin. Donc les résultats à ce jour, on a plus de 40 espèces qui ont été sélectionnées, donc toutes à partir du littoral calédonien. Et dans ces 40 espèces, on en a quelques-unes qui sont non connues, non décrites. On a déjà plusieurs pistes de valorisation devant nous, dans l'alimentation crevette, en particulier en visant les larves et les géniteurs, mais aussi peut-être ensuite avec l'intégration de microalgues dans l'aliment de grossissement. On sait qu'on a déjà mis en évidence des propriétés antioxydantes, entre autres à travers une thèse menée par Noémie Colombier, qui est salariée de la Décale. On a des demandes et des pistes en cosméto, et puis on est en train d'investiguer d'autres pistes, et en particulier une avec l'IAC. Je ne vais pas en parler parce que je ne vais pas avoir le temps. Voilà, l'avant-dernière. En principe, il y a des petits points tout le long de la côte de la Grande Terre, donc c'est tous les points qu'on a bioprospectés. Donc il n'y a pas l'année 2016 de représenter, mais en fait, si on fait le bilan, on a à peu près fait le tour de la Grande Terre et on n'est pas du tout allé dans les îles. Donc à nous de voir, à vous de voir si ça
représente un intérêt, si vous pensez que le biotope des îles est particulier, si on a des chances de trouver des choses différentes de ce qu'on a pu trouver sur la Grande Terre. Après, le développement de la production de microalgues dans les îles, là, je ne connais pas suffisamment le territoire pour pouvoir savoir si c'est envisageable ou pas. Merci. Merci beaucoup. On passe la parole à Sylvia pour la décale. Présentation des actions de la technopole de la décale et la manière dont la décale est impliquée aux îles Loyauté. Voilà, c'est ça, c'est la numéro 12. Ok, ça va. Alors Sylvia Merki, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis directrice du pôle terrestre de l'ADECAL Technopôle, mais à partir de maintenant, c'est la Technopôle. Je voudrais juste que ce soit très clair. L'ADECAL maintenant a transféré un certain nombre de compétences au gouvernement. Maintenant, on est Technopôle. Et j'aurais voulu en fait que ce soit bien clair là-dessus. Alors, ce que je vais faire, puisque vous avez eu un certain nombre de présentations en fait ce matin avec l'IAC, également un certain nombre de présentations par l'IFREMER. Donc, je vais aller assez vite. Tout simplement pour ne pas faire de redites. Vous savez juste qu'on est impliqué dans pas mal d'actions, pas mal d'activités. Ça vous permettra de voir un petit peu quel est notre champ de compétences et qu'est-ce qu'on peut amener aussi dans l'avenir. Donc voilà, la Technopôle a été créée pour cela, c'est-à-dire de faire le lien en fait entre les organismes de recherche. Je vais réussir à récupérer le petit point. Les organismes de recherche qui sont là en fait. Et le but, puisqu'on a beaucoup parlé de transfert ce matin, la Technopôle, elle est là pour justement transférer les résultats aux utilisateurs. Bon, il n'y a pas que nous, bien évidemment, puisque vous avez pu le voir ce matin. Et le but, c'est vraiment en fait qu'on mette en place, en fait, à partir des résultats de recherche, qu'on mette en place des expérimentations, qu'on mette en place des parcelles de validation, de la formation, tout ce qui peut être en lien, du matériel biologique aussi. L'appui technique, l'accompagnement, également de l'accompagnement d'innovation. Je vous en parlerai assez vite tout à l'heure. Donc on est bien dans ce cadre-là. Et à tel point qu'au niveau des îles, en fait, on travaille en collaboration avec le centre d'appui, avec les services techniques et les autorités coutumières. Donc on est vraiment dans cette démarche, en fait, à partir des résultats de recherche, de mettre des expérimentations en place et derrière de faire du transfert de technologie, de matériel biologique, etc. C'est juste pour resituer un peu les choses par rapport aux questions qu'on a eues ce matin. Alors, nos activités, en fait, la Technopôle a 3 secteurs d'intervention. Donc, c'est l'économie bleue, et ça, on en a parlé par l'intermédiaire de l'IFREMER, avec tout ce qui est aquaculture, biotechnologie et notamment les microalgues. Il y a l'agriculture durable. C'est moi qui suis en charge en fait de ce secteur à la Technopôle. Et il y a tout ce qui est le pôle innovation qui va en fait permettre un déploiement d'entreprises innovantes. Et le dernier né qui va être créé d'ici la fin de l'année, c'est le CITA. C'est un pôle en agroalimentaire qui permettra également de travailler, puisqu'on a parlé des aliments fonctionnels, on a parlé des recettes bénéfiques depuis ce matin en fait, et également des analyses sensorielles qu'on va pouvoir mettre en place à partir des essais, à partir des résultats d'essais qu'on aura. Voilà, c'est ça aussi la démarche, c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche et de travailler également avec Néofood sur ces aspects-là, comme vous avez pu le voir ce matin. Ça vous permet de faire des liens avec les présentations qu'on a eues également. Alors comment on intervient? On va développer, comme je vous le disais, des programmes d'expérimentation. On va valoriser autant que faire se peut les résultats de recherche. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout valoriser parce qu'il y a énormément d'attentes, parce qu'on a tous des soucis de moyens. Et on a des secteurs d'activité particuliers qui ne sont pas forcément en lien avec toutes les recherches qui existent. Et enfin, au niveau du pôle innovation, c'est d'accompagner les porteurs de projets. Je vais vous expliquer un petit peu la démarche. Bon, je ne maîtrise pas tout, parce que moi je suis surtout pôle terrestre, mais bon, je répondrai à vos questions s'il y en a au cours de ces 3 jours. Alors les implantations de la Technopôle, vous voyez bien qu'il y en a partout sur la Nouvelle-Calédonie, et particulièrement également sur les îles Loyauté. Vous avez à Houé l'unité de traitement des déchets de poissons qu'on va normalement visiter vendredi. C'est pour ça que je ne m'étendrai pas non plus sur cette unité. Vous aurez Nicolas Morizzi qui pourra vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Et on a également 3 agents, un à l'IFOU qui s'occupe de l'apiculture et 2 à Marais, un qui s'occupe du maraîchage et l'autre qui s'occupe des tubercules tropicaux. Donc on est vraiment bien ancré, on travaille avec les populations, on travaille avec les socioprofessionnels et on travaille avec tous les partenaires qui sont sur les îles Loyauté.
En termes d'objectifs, on a une orientation résolument vers le développement durable, mais ça c'est un terme qu'on a eu depuis ce matin. Aux îles Loyauté, c'est une évidence, dans le sens où on a une biodiversité qui est importante, on a aussi une préservation de la qualité de l'eau, préservation de la qualité des sols, donc bien évidemment il faut prendre en compte toutes ces données-là. On a également, quand on discute énormément avec la province des îles, il faut aussi, notamment en termes de tubercules tropicaux, qu'on fasse une espèce d'équilibre, qu'on intègre toute la dimension traditionnelle et d'arriver à la fois à l'intégrer et aussi amener de l'innovation, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il faut faire attention à la culture, comme on en a parlé ce matin, et en même temps, il faut amener une ouverture, il faut amener des améliorations des systèmes de culture. On est dans une démarche de contribution à l'autosuffisance alimentaire pour augmenter le taux de couverture, mais ça c'est sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et particulièrement sur les îles Loyauté. Une amélioration de la qualité des productions, puisqu'on travaille beaucoup, surtout en agriculture, puisque c'est mon secteur, sur la mise en place des itinéraires techniques en agriculture biologique, donc notamment sur les îles Loyauté, bien évidemment. On essaye d'optimiser les systèmes de production, une organisation de transfert, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, et on essaye aussi de développer le continuum dont je vous ai parlé tout à l'heure entre la recherche d'un côté et les professionnels de l'autre. Et on est aussi dans une démarche de diversification de filières, que ce soit en aquaculture, comme l'a expliqué Liette, ou en agriculture à mon niveau. Alors je vais commencer par le polymère, je vais être un petit peu rapide, puisque vous avez eu pas mal de... Alors ce qui se passe... il y a une première diapo qui concerne les îles Loyauté et il y a une deuxième diapo qui concerne l'ensemble en fait, de ce qui est fait sur la technopole. Alors au niveau du polymère, il y avait le programme Zone Eco qui était là en fait, et vous le connaissez tous, hein, c'est une acquisition de connaissances afin de créer des outils de développement. Et il y a eu des applications notamment sur la gestion du vivano, des bénitiers et également sur tout ce qui est DCP, dispositif de concentration du poisson. Donc là, il y a eu des applications réelles. Le polymère aussi travaille sur la diversification aquacole, puisque la province des îles fait partie d'un groupe de travail. Elle fait également, la province des îles est aussi impliquée dans la création du 11e FED pour pouvoir avoir des budgets européens. Et sachant que le 11e FED, on a un 11e FED en aquaculture et on a également un 11e FED en agriculture où la province des îles est aussi intégrée. Ça, c'est une parenthèse. L'UTDP, je ne vais pas m'étendre puisque vous allez le voir vendredi et que la personne pourra tout à fait être à même de vous expliquer les choses. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que sur l'UTDP, on va pouvoir, nous, en agriculture, faire des essais sur ce qui va sortir, en fait, tout ce qui est déchets de poisson, on va l'augmenter avec des micro-organismes, etc., pour pouvoir faire des essais de fertilisation sur de la production agricole. Au niveau du polymère, bon, Liette en a un petit peu parlé aussi. Alors le CTA, c'est tout ce qui est crevetticulture, diversification. Et ça, il me semble qu'il y a une délégation des îles qui est allée le visiter, si je ne m'abuse. Donc il y a un programme d'amélioration génétique, il y a des expérimentations sur les closeries, sur les élevages en bassin, la nutrition, etc. Au niveau du CCD-TAM, ça c'est à Fouet, à Coné, où là il y a de la pisciculture et notamment le développement du poîte, avec des essais de commercialisation qui sont en cours et qui ont l'air de bien fonctionner. Je ne sais pas si vous avez goûté. Et après, il y a toute une démarche de diversification. Sur les microalgues, je n'y reviendrai pas non plus, puisque Liette a été tout à fait, et Luc aussi d'ailleurs, ils ont été tout à fait complets. Maintenant, alors au niveau du polter, là, moi, je ne suis pas dans de la recherche, donc on est vraiment revenu à du développement, plus du développement. Mais bon, voilà, il faut que vous ayez à l'esprit qu'on est passé à une autre échelle. Alors, sur l'apiculture, on a en fait un agent de la technopole qui travaille sur l'IFU depuis 2010, qui a une très très bonne connaissance de la filière. C'est une filière très particulière, tout simplement parce qu'on a tous les acteurs, c'est-à-dire on a les coutumiers, on a les apiculteurs, on a une association apicole, on a les services techniques qui sont tout à fait dans la démarche de développer cette filière. Donc c'est extrêmement simple pour la technopole de fonctionner et de travailler. C'est pas comme ça sur toutes les filières, mais particulièrement là, on a vraiment tous les acteurs pour que ça fonctionne bien. Après, au niveau de le CPA en fait travaille sur tout ce qui est amélioration génétique et conservation, puisque la province des îles nous a demandé, puisqu'on parlait de patrimoine ce matin, nous a demandé en fait de conserver en fait l'abeille noire, puisque sur les îles Loyauté vous avez deux abeilles, l'abeille noire à l'IFU et l'abeille jaune à UVA. Et en fait on a une
on a une demande en fait à ce que ce patrimoine de la baignoire soit valorisé. Et donc il y a une caractérisation génétique qui est en cours avec le CNRS. On a aussi énormément d'actions de transfert puisqu'on forme 40 à 60 stagiaires par an. On appuie aussi 120 à 150 apiculteurs par an. Donc ça fait énormément de visites, bien évidemment. Et après, on a aidé en fait la province des îles à mettre en place, à créer une miellerie dans l'UCPA de Tchapout, qu'on verra peut-être d'ailleurs, je ne suis pas sûre. Et enfin, le CPA a contribué à un livre que vous avez dû voir aussi, qui était de fleur à fleur, qui est un recueil en fait des plantes mellifères. Et il y a le réseau sanitaire. On a un réseau sanitaire qui est important sur les îles Loyauté parce qu'il y a une double insularité et notamment, sachez, comme ça sera quelque chose qu'il faut que vous ayez à l'esprit, on n'a absolument pas le droit d'amener quoi que ce soit qui est en lien avec la ruche sur les îles Loyauté. C'est une protection qu'il faut respecter, tout simplement parce qu'il y a moins de maladies sur les îles Loyauté. Bon, alors sur l'apiculture, au niveau des perspectives, il y a l'amélioration des performances, il y a l'outil d'aide à la décision, dès que ça c'est des perspectives, c'est-à-dire qu'on continue, on poursuit toutes les actions, donc je vais aller vite. Au niveau des tubercules tropicaux, en fait, on travaille à une meilleure connaissance de la filière aux îles par une enquête qui a été faite l'année dernière, et là c'est pareil, on a un agent provincial qui travaille là-dessus, un agent de la Technopole qui travaille là-dessus. On a une connaissance réciproque, c'est-à-dire qu'on travaille avec les coutumiers sur tout ce qui est conservation et connaissance des ignames notamment. Et on voudrait mettre en place avec la province des îles en fait une collection d'ignames et la possibilité aussi d'identifier des multiplicateurs semenciers pour ne pas que les variétés viennent de la grande terre, mais que la province des îles puisse se débrouiller toute seule en termes de multiplication et de gestion de ces variétés. Et en termes de transfert, on a énormément, chaque année, en fait, on a entre 2,5 et 3 tonnes de semences en fait, qui viennent sur les îles Loyauté. Sur les tubercules, de la même manière, on a des perspectives avec la poursuite des actions initiées. Au niveau des expérimentations, je voudrais y revenir parce qu'on travaille avec l'IAC sur ces aspects-là et notamment de biopesticides issus de citrus dont parlait Valérie pour la lutte contre l'anthracnose de l'igname. Voilà, comme il faut que j'aille un petit peu vite. Au niveau du maraîchage, qui est le dernier centre, en fait, puisqu'il est né en 2016, on l'a créé en 2016 au sein de la Technopole. Voilà notamment les petites actions qui sont mises en place pour l'instant, parce qu'on commence juste. Et là, je tiens à vous signaler en fait les biopesticides ici. C'est-à-dire en fait que là, ce sont des décoctions aussi bien de tomates, également de ricin, il y a également de la cendre en fait. Et là, on est dans une démarche vraiment de valoriser en fait ce que les loyalciens font. Il faut que j'aille vite. Donc, au niveau du pôle maraîchage, voilà, après il y a des expérimentations. On travaille également avec l'IAC sur les plantes utiles. Et on doit mettre en place aussi une lutte avec Christian. De la même manière, voilà, on travaille sur tous ces aspects-là, sur la lutte notamment des ravageurs. J'en ai plus pour longtemps. Au niveau des grandes cultures, donc ça concerne un petit peu moins les îles Loyauté. En fait, on travaille sur essentiellement maïs, riz, blé, soja, mais également sur des plantes de couverture, puisque c'est un programme en fait qui a été initié en 2010, qui s'appelle le semis sur couverture végétale. Et en fait, ce qui peut être intéressant pour la province des îles, c'est tout ce qui est couverture, tout simplement parce qu'on peut, à partir d'un certain nombre de plantes, en plus des plantes utiles qui sont trouvées sur les îles, il peut y avoir des plantes intéressantes, et notamment pour lutter contre les nématodes pour le cycle de l'igname. Alors après, tout ce qui est, voilà, on passe au pôle innovation. C'est un pôle qui a été créé en 2014 et en fait qui permet à des porteurs de projets, quels qu'ils soient, de pouvoir être accompagnés par le pôle innovation. Alors ça peut être sous forme de financement et ça passe en commission. Ça peut être en termes de stratégie, en termes aussi d'hébergement. On est en collaboration avec l'IRD là-dessus. On peut également, les plateformes technologiques que le pôle terre et le pôle mer peuvent aussi héberger en fait des projets innovants.
Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup. On va être très très serré pour la suite. On va avoir 3 présentations maintenant. Ce que je suggère, elles étaient prévues pour certaines d'entre elles en 10 minutes. Oui, Édouard, tu peux déjà t'avancer. On va passer tout de suite à la numéro 14 d'Édouard Naouïen. Là, ça va, tu as 5 minutes, mais les 2 suivantes qui étaient prévues sur 10 minutes, je suis désolé, mais vous allez être obligé de les faire en 5. Voilà. Sinon, on n'aura pas le temps de l'échange cet après-midi. Nous, notre enjeu, c'est surtout de faire cette table ronde tout à l'heure. Feu. Bien, bonjour à tous, je vais vous présenter, c'est un peu trop prétentieux de présenter en 5 minutes l'état des connaissances en ethnobotanique et ethnopharmacologie de la flore de la province des îles Loyauté et les perspectives de développement, mais je vais citer les grands travaux. Cette présentation va faire suite à 2 autres présentations, celle de Nicolas Lebouvier qui va vous parler des aspects de valorisation, et puis un travail qu'on fait maintenant avec l'Institut Pasteur sur le développement des plantes médicinales, notamment anti-inflammatoires. Alors, quelques définitions, quand on veut parler d'ethnobotanique et d'ethnopharmacologie, il faut les définir d'abord. Donc, l'ethnobotanique, ça s'intéresse à l'usage des plantes, et l'ethnopharmacologie, c'est l'usage des plantes type médicinal. Et ça s'adresse plus particulièrement à une société particulière. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, ce sont 2 disciplines scientifiques, à la fois autonomes mais pluridisciplinaires, parce que ça fait appel à plusieurs disciplines. Et c'est une méthode qu'ont adoptée les chercheurs pour isoler, rechercher les molécules qui sont actives dans les plantes médicinales. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de société particulière. Donc, c'est une société en fait, qui s'adapte bien à la province des îles, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce que c'est une société agricole, définie par une culture et par une langue, et surtout qui utilise la nature généralement comme sa pharmacie. Dans cette présentation, il est important de rappeler, en fait, nous on s'intéresse sur la notion de plantes utiles. Pourquoi plantes utiles? Parce que ce sont des plantes qui sont connues dans une langue. C'est des plantes qui ont un nom dans chaque langue. Et surtout, ce sont des plantes qui sont reconnues par leurs usages. Alors, on peut les placer comme des usages médicinaux, des usages alimentaires, des usages tactoriaux. Et ainsi, vous voyez, à partir de ces usages, donc c'est comme ça qu'on a classé les plantes en fonction de leurs utilisations. Et quand on classe les plantes en fonction des utilisations médicinaux, on constitue petit à petit ce qu'on appelle les pharmacopées. Alors, pourquoi on s'intéresse en fait aux pharmacopées traditionnelles? Quels sont les enjeux? Ils sont de plusieurs types. D'abord, ce sont des enjeux culturels, identitaires et patrimoniaux. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux connaître ces savoirs pour mieux les protéger. Vous savez que dans notre société actuellement, on passe petit à petit d'une société orale vers une société écrite. Donc, il est important de sauvegarder ces connaissances qui sont en cours d'extinction dû à un défaut de transmission entre les générations et aussi à cause des phénomènes de scolarisation précoce, de mondialisation, et donc dans l'intérêt de perpétuer ces savoirs. Des enjeux sanitaires, de santé publique. Donc en fait la médecine traditionnelle et la médecine moderne ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, en vérité, ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine manque de plus en plus cruellement de nouveaux traitements. On connaît le problème des antibiorésistances. Donc, nécessité pour que les chercheurs et les sociétés pharmaceutiques trouvent de nouvelles molécules, de nouvelles sources de traitement en se tournant de plus en plus vers les médecines traditionnelles. Des enjeux économiques de valorisation. C'est un secteur, les plantes médicinales sont un secteur qui pèse lourd financièrement. Vous savez, c'est des marchés qui avoisinent les 60 milliards de dollars US. Les principaux vendeurs de plantes médicinales, c'est la Chine et le Brésil. Et on a, dans la pharmacopée actuelle, il y a 50 à 60% des médicaments qui sont inspirés de la nature. Et vous voyez ici, je vous ai noté quelques exemples de molécules actives qui sont actuellement utilisées en médecine, mais qui sont issues des plantes médicinales. Vous connaissez par exemple l'artémisinine, qui était un antipaludique et qui a fait le prix Nobel de médecine. Vous voyez aussi par exemple la quinine, ici. La quinine, qui est un antipaludique issu
d'un arbre des Sud-Américains qu'on appelle le quinquina. La pile se prête très, très bien à ce genre d'investigation, pour ce type de recherche, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la pile possède une flore remarquable, mais surtout c'est que 80 à 90% des plantes sont dites des plantes utiles, c'est-à-dire que ce sont des plantes qui sont connues par la population, par leur nom et par leurs utilisations. Ça, c'est ce qui était important. Par ailleurs, il y a une phytothérapie familiale qui est très vivace. Donc, il y a une phytothérapie familiale qui est très vivace. Dans toutes les familles, on utilise les plantes, on se soigne par les plantes. Plusieurs associations, ici, que ce soit ici à l'IFU, à Maria, au VA, s'intéressent aux plantes. Je vous ai parlé tout à l'heure des problèmes de transmission de ces savoirs dans les îles. La transmission se maintient. Et puis, il y a un pluralisme médical. Vous savez que maintenant, dans les centres médicaux, on voit de plus en plus l'utilisation des plantes médicinales avec la médecine classique. Alors, quelles sont donc les recherches qui ont été faites en cours? Donc, vous connaissez le livre de Jean-François Buteau qui a été fait en 2013, qui a recensé 1109 plantes, dont 470 plantes indigènes, 549 plantes introduites, 167 plantes médicinales et 74 alimentaires. Donc cet inventaire, on doit le compléter par les usages. Des enquêtes aussi qu'on a fait, c'est un travail qui est fait en commun avec l'université et l'IAD. Des enquêtes ont été faites sous forme de questionnaires, qui ont été consignés dans des carnets de récolte sous cette forme-là. Donc tous ces cahiers de récolte ont été remis à la DCK, voilà la demande de la DCK. Voici l'exemple d'études qu'on a fait sur la province des îles. Vous voyez, on a fait des enquêtes sur toute la province des îles et on a à peu près recensé 250 espèces médicinales sur la province des îles. Mais les enquêtes ont été faites aussi dans l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, on a ainsi répertorié ces enquêtes sous forme d'un fichier que j'ai appelé Tout loyauté. Il y a à peu près 700 pages, mais qui est actuellement en attente de valorisation. Il y a un livre qui a été coédité avec l'IAD, c'est les plantes, hommes et plantes de marée. Sur la province des îles, il y a des choses qui ont été faites, notamment des thèses, des études qui ont été conventionnées, payées par la province des îles. Et je vous citais tout à l'heure l'action très importante des associations comme Golinewet, Tapéné à Marée, et des livres sur des sentiers botaniques, etc. Alors, les perspectives. Quelles sont les perspectives? Depuis 2 ans, on commence à réaliser des monographies à la demande de la province des îles sur les plantes alimentaires et médicinales. Donc, vous voyez, ici, le travail a été présenté à la province des îles. On fera une restitution en commission sur des monographies. Il y a 10 à 12 plantes alimentaires et médicinales de la province des îles. Alors, le but, c'est d'inscrire ici ces plantes dans la pharmacopée française et européenne, l'objectif étant de sécuriser l'utilisation des plantes. Et ça, c'est très important. Ensuite, donc, je vous ai dit, c'est une première pas vers l'écriture d'une pharmacopée. Ça, c'est le vœu du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, il y a dans les Caraïbes, en Chine et ailleurs, il y a des pharmacopées, sauf en Nouvelle-Calédonie. Il y a un projet maintenant qui est initié par le gouvernement, dont nous on fait partie, pour écrire une pharmacopée de Nouvelle-Calédonie. Et enfin, pour terminer, une des perspectives qui serait possible de faire, c'est de développer une filière de plantes médicinales et d'alicaments. Donc ici, vous voyez par exemple, ici, il ne s'agit pas, par exemple, vous reconnaissez la plante, le mitier ici, il ne s'agit pas d'isoler les molécules, il s'agit de connaître la propriété de l'extrait, d'accord, sa composition, et développer ce qu'on appelle, dans notre jargon, ce qu'on appelle le phytomédicament, c'est-à-dire la plante entière, qui est, mais avec des difficultés, puisque vous savez ici, l'utilisation de la plante, elle est utilisée sous forme fraîche, mais pas sous forme sèche. Donc, il y a des difficultés à faire. Et puis, il y a une piste. Donc, tout à l'heure, on avait le gars de Mouchavin qui faisait qui est ici. Donc, il a développé ici à base de cette fougère, qui est le pahat. Donc, il serait bien il y a des possibilités de développer ce qu'on appelle les alicaments et s'acheminer petit à petit vers une souveraineté alimentaire.
Voilà, je pense que j'ai tenu les délais. Merci beaucoup, Édouard. Ça nous permet, merci. Ça nous permet d'introduire la présentation suivante qui est présentée par Nicolas Lebouvier. C'était la numéro 13 pour la technique. Bonjour à tous, alors je me présente, je suis Nicolas Lebouvier, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nouvelle-Calédonie et je vais faire ma présentation qui va être en fait la suite de ce qu'a présenté Édouard Naouia et qui va porter donc sur en fait comment l'amélioration des connaissances sur les substances naturelles peut amener en fait à une meilleure valorisation mais aussi une meilleure protection des plantes des îles Loyauté. Alors, bon, les substances naturelles et valorisation, en fait, il existe de nombreux domaines dans lesquels on peut faire des valorisations de produits d'origine naturelle. Moi, je vais vous parler uniquement des cosmétiques, des compléments alimentaires et de la santé. Et comme le disait Édouard, sur non pas la valorisation des molécules en tant que telles, mais en fait de la plante entière ou d'extrait de plante. Alors ça se traduit par exemple dans le cosmétique comme en tant qu'ingrédient naturel dans différentes compositions. Pour les compléments alimentaires, pareil, d'ingrédients mais qui possèdent des allégations de santé et dans le cas des médicaments de la santé, de phytomédicaments et de plantes utilisées traditionnellement. Alors, quand on parle de plantes utilisées traditionnellement, ce sont des plantes dites publiques que tout le monde connaît et qui ne font pas appel au savoir dit secret qui ne sont pas étudiés dans le cadre de ce travail. Alors, quel atout pour les plantes des îles Loyauté? Alors, bien sûr, il existe une biodiversité dans les îles qui est importante, mais le plus grand atout, à mon avis, pour les îles Loyauté, ce sont les hommes et les savoirs de ces hommes, notamment les savoirs traditionnels, et bien du lien qui peut exister avec la plante et qui lui donne une valeur patrimoniale importante. De plus, il existe actuellement bien, un mouvement où on essaye de mettre en avant les médecines traditionnelles. Ça se réalise à différents niveaux, au niveau international, avec l'Organisation mondiale pour la santé qui pousse à l'introduction des médecines traditionnelles dans les systèmes de santé nationaux. De fait, il a été prouvé qu'il y avait une forte réduction des coûts de santé lorsque les populations faisaient appel aux médecines traditionnelles. C'est vrai aussi à l'échelle nationale avec des monographies qui ont été rédigées notamment aux Antilles, à La Réunion et puis plus récemment en Guyane, et puis aussi donc à l'échelle locale avec le plan de santé qui a été voté par le Congrès l'année dernière, le plan d'Ocamo, dans lequel il y a une partie des travaux qui ont pour but d'introduire une partie des plantes dans une pharmacopée calédonienne. Sans oublier, bien sûr, moi je vous parle des substances naturelles, mais bien évidemment, dans ce plan, il est aussi question de la valeur patrimoniale de ces plantes et de l'intérêt social et culturel. Alors, comment une meilleure connaissance sur les substances naturelles peut amener une meilleure valorisation? Bien, tout simplement en montrant une efficacité, en augmentant l'efficacité, c'est notamment pour une plante en identifiant les principes actifs et en pouvant contrôler la teneur en principes actifs. C'est aussi montrer leur innocuité par des études de toxicologie. Alors c'est vrai, lorsqu'on fait appel à des plantes utilisées traditionnellement, elles sont souvent peu toxiques, mais il y a certaines toxicités, notamment des toxicités chroniques, qui apparaissent 10, 15, 20 ans après, qui ne sont pas forcément connues et qu'il est important aussi de déterminer. Alors ça, c'est possible de le faire en connaissant a priori les structures des molécules qui composent les plantes. On sait que telle famille de molécules est susceptible, par exemple, de donner des cancers ou des maladies hépatiques, par exemple. Et puis aussi, ça permet en fait cette connaissance ensuite de comprendre lorsqu'on veut introduire ces plantes dans un système de santé, s'il existe avec les autres thérapies, les autres médicaments qui sont actuellement donnés, s'il existe des interactions. La connaissance sur les substances naturelles permet aussi une meilleure protection, notamment si on arrive à mettre en évidence une spécificité locale forte pour certaines plantes. Il peut exister des plantes qui sont présentes
dans différents pays, mais on a ce qu'on appelle parfois des effets terroirs qui met en évidence une composition moléculaire particulière qui va donner en fait des effets particuliers et qui va permettre d'avoir une valeur ajoutée supplémentaire donc à la valorisation de ces plantes. Donc nous on va s'intéresser aux différents donc ce qu'on appelle chimiotypes et ce qui permet par la suite une protection sous la forme par exemple d'indications géographiques ou de marques collectives. Si on prend des exemples connus en Polynésie, par exemple, on peut penser au monoeil de Tahiti, ou on peut penser, par exemple, aussi aux marques qui sont faites avec le noni en Polynésie. Alors, je vais vous présenter quelques travaux. Alors, un travail qui a été réalisé donc, dans notre équipe de recherche sur le tamanou. Alors, le tamanou, ce qu'on appelle en Nouvelle-Calédonie tamanou de bord de mer, alors c'est une espèce qui se retrouve en effet sur les rives et qui se retrouve donc dans les îles Loyauté, mais aussi sur la côte est et dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est une plante qui possède en fait une répartition sur l'ensemble des océans Indien et Pacifique et qui possède un certain nombre d'usages traditionnels dans ces différents territoires, notamment utilisés pour lutter contre les brûlures, les cicatrices, les plaies infectées, d'une manière générale contre les différents problèmes de peau. Et alors, comment actuellement est valorisé ce produit? Donc, à partir des fruits mûrs, on les sèche au soleil, un peu comme le copra, et on obtient donc des noix séchées qui ont développé une certaine quantité d'huile, qui après un pressage à froid permet d'obtenir une huile qui est actuellement recensée dans un certain nombre de bases de données de cosmétiques et qui est aussi utilisée comme phytomédicament. Elle est actuellement reconnue dans la pharmacopée française. Elle fait partie de la liste A, c'est-à-dire des plantes traditionnellement utilisées et qui ont un avantage. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités de développement importants de cette ressource. Alors, on avait mis en évidence dans les travaux de recherche un certain nombre de molécules, ce sont des néoflavonoïdes, et on avait montré l'activité donc à la fois cicatrisante des différentes huiles et l'activité antibiotique, et aussi on avait identifié quelle était la teneur à partir de laquelle la composition devenait toxique de cette huile. Des travaux plus récents qui ont été faits en collaboration avec l'Université de la Polynésie française et avec l'Université du Pacifique Sud à Fidji. On a lancé une étude pour essayer de voir s'il existait des différences entre les différentes huiles de tamanou au sein du Pacifique. Donc on a fait ce qu'on appelle un criblage chimique en essayant d'identifier les différentes molécules qui sont responsables des activités, et on les a comparées les unes par rapport aux autres, et donc on obtient ce genre de schéma, et on a mis en évidence que la composition chimique permettait de séparer certains groupes, notamment ici celui qui est entouré en rouge, le groupe de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, il s'agissait d'échantillons qui avaient été récoltés dans le sud de la Grande Terre. Donc, voilà, quelle perspective on pourrait envisager, par exemple, quelle est la variabilité au sein de la Nouvelle-Calédonie, sur la côte est, dans le sud, et puis bien évidemment sur les îles Loyauté. Est-ce que ça amènerait une valeur ajoutée pour créer, par exemple, une AOC? On parlerait de peut-être Tamanou Nouvelle-Calédonie ou Tamanou des îles Loyauté. Je ne sais pas s'il me reste encore du temps. Il n'en reste pas, mais... Il n'en reste pas. Donc, bon, voilà, c'est vrai, on a commencé à travailler sur des monographies, donc sur des plantes des îles Loyauté. Alors, je vais pas... donc, il y avait le santal qui est identifié, qui est bien connu, parce qu'il est utilisé comme ingrédient. Donc, là aussi, des travaux peuvent se faire dans le même sens, de manière à introduire, en fait, le santal de Nouvelle-Calédonie, ou même des îles Loyauté, parce que des travaux récents par M. Jean-François Buteau a mis en évidence qu'il existait une variété qui était endémique aux îles Loyauté, de créer un véritable standard du santal de Nouvelle-Calédonie, parce qu'actuellement il n'existe que deux standards de santal, celui d'Inde, le santalol album, le santalol spicatum, et donc ça pourrait servir de nouvelles références et à donner une valeur ajoutée à ce type de produit. On peut parler aussi des plantes alimentaires avec, par exemple ici le pahatch, donc un usage alimentaire, on fait des salades, des glaces aussi, avec les jeunes frondes. Et alors très rapidement, qui est une plante qu'on retrouve là aussi sur le bassin de l'océan Indien et Pacifique, qui possède des usages traditionnels, notamment elle est utilisée comme contraceptif en Papouasie, Vanuatu, Malaisie. Alors,
On peut se poser donc des questions par rapport à ces résultats issus donc de est-ce qu'on a une innocuité totale de la consommation de cette plante? Est-ce qu'on peut faire des valorisations supplémentaires sous forme de phytomédicaments, de compléments alimentaires? Est-ce qu'il existe une spécificité importante de cette plante en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles de Loyauté par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs dans le monde, comme ce qu'on a pu montrer pour le tamano? Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais être obligé de sacrifier la toute dernière présentation sur le tourisme, mais par contre, on va encore écouter sur les plantes la numéro 15, et c'est Julie qui va nous présenter ça. Merci. D'accord, merci. Appuie. Ah oui, ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Julie Cagliero et je suis chercheur à l'Institut Pasteur. Et je ne vais pas m'appesantir trop sur le sujet de ce projet Mediplantes, à part pour préciser en quoi est-ce que la collaboration qu'on établit avec les chimistes qui viennent de vous présenter l'intérêt des substances naturelles dans la médecine traditionnelle notamment, mais pas que, peut s'associer à l'expertise qu'on a à l'Institut concernant la défense de l'organisme contre des infections, et notamment pendant la réaction inflammatoire. Alors d'abord, justement, comment est-ce qu'un organisme, notre corps humain en particulier, notre corps peut se protéger contre une agression? Alors ce qu'on entend par une agression, ça peut être quelque chose d'externe, comme une piqûre d'insecte, une coupure ou peu importe, ou alors interne, puisque même la formation d'une tumeur représente une agression pour l'organisme. Et dans ce cas, on a 3 niveaux principaux de défense. Le premier qui concerne en fait tout ce qui est barrière naturelle, notre peau, les muqueuses notamment, les cils au niveau des poumons, etc. Et qui vont en fait empêcher ce qu'on appelle une contamination par ces potentielles agressions. Si ces barrières ne sont pas suffisantes à éviter la contamination, à ce moment-là, le système immunitaire inné, donc non spécifique et très rapide, va rentrer en jeu et essayer de se débarrasser de cette contamination. Et lorsque ce système immunitaire inné se met en activité, à ce moment-là, on induit une réaction dite inflammatoire, une réaction qui est très rapide et qui va provoquer ce qu'on connaît lors d'une blessure notamment. Ça va devenir très chaud, rouge, enflé et ça va être douloureux. Cette réaction inflammatoire, elle est normalement dure très peu de temps et elle va surtout servir en fait à ce que le système immunitaire dit acquis puisse débarrasser l'organisme complètement de la contamination en question. Et en fait, donc comme je le disais, dans le groupe dont je fais partie, qui est dirigé par le docteur Matsui, on étudie en particulier justement cette réaction inflammatoire. Et le fait que cette réaction inflammatoire qui est normalement aiguë et qui ne dure que très peu de temps peut être dérégulée ou pas du tout contrôlée et à ce moment-là durer dans le temps et s'installer et devenir ce qu'on appelle chronique. Si ça arrive, ces réactions inflammatoires dites chroniques peuvent mener à l'apparition d'énormément de maladies qui sont communément appelées maladies inflammatoires, puisqu'elles sont soit causées par une inflammation chronique, soit elles ont une composante qui permet à la maladie de s'installer. Alors, pour citer certaines de ces maladies, on a aussi bien des maladies auto-immunes, des maladies respiratoires comme l'asthme ou même le cancer, ou alors le diabète qui touche énormément la population en Nouvelle-Calédonie. Et un exemple très flagrant, c'est tout ce qui est maladies qui vont être de type arthrite, notamment la polyarthrite rhumatoïde qui déforme toutes les articulations du corps, comme par exemple sur ses mains ici. Et en fait, comme je ne vais pas vraiment m'appesantir là-dessus, mais comme l'a dit Édouard tout à l'heure, on a un problème à l'heure actuelle pour ce genre de maladies pour lesquelles on sait que les thérapies modernes ne sont pas suffisantes à soulager la douleur ou à soulager la maladie tout court. Et provoque des effets secondaires qui sont importants. Et en fait, c'est pour ça qu'on essaye aujourd'hui de trouver des thérapies alternatives. Thérapies alternatives, on parle en fait de médecine, on revient en fait à des médecines qui sont dites traditionnelles.
puisqu'on sait que dans le monde, beaucoup des médicaments utilisés aujourd'hui, surtout en Asie et en Afrique, presque la moitié des médicaments qui sont encore utilisés aujourd'hui sont des médicaments qui sont appelés médicaments traditionnels. Et on sait que plus de 80% de la population en Chine va plutôt se tourner vers une médecine dite traditionnelle que faire appel aux praticiens qu'on appelle occidentaux ou modernes. Ce qu'on sait aussi, c'est que parmi ces médecines traditionnelles qui sont très nombreuses, la phytomédecine ou phytothérapie, la médecine à base de plantes justement, elle est très importante. Et elle a été à la base de beaucoup des découvertes qu'on a pu faire au cours de l'histoire, et notamment de beaucoup des découvertes de médicaments qu'on utilise aujourd'hui, comme par exemple l'aspirine ou encore la morphine. Et aussi, ce que j'ai mis là comme exemple, c'est le faux tabac, puisque dans le Pacifique, c'est utilisé pour soigner une intoxication à la toxine qui provoque la ciguatera. Donc une importance vraiment cruciale de cette phytomédecine, les plantes médicinales. Et en fait, en Calédonie, ce qu'on sait, c'est que justement, la population va avoir tendance elle fait appel à des médecins des médecins occidentaux ou modernes, mais aussi à des médecins plus traditionnels. En fait, c'est une alternance entre les deux. Et on sait donc que les plantes ancestrales, les savoirs associés à ces plantes ancestrales sont très nombreux. Et qu'on a énormément de savoirs par rapport à ces plantes médicinales. En plus, en Calédonie, on sait qu'on a une richesse florale qui est plutôt exceptionnelle, puisqu'on a plus de 3200 plantes, dont 70% et même plus qui sont endémiques. Et c'est de ces constats qu'est parti en fait le projet qu'on a appelé Médiplante, qui permettrait en fait d'étudier serait-il possible que les plantes utilisées dans la médecine traditionnelle en Calédonie aient des effets, notamment des effets anti-inflammatoires, mais des effets anti-inflammatoires qu'on arriverait à caractériser scientifiquement, le mécanisme sous-jacent, et à valider d'éventuelles préparations pour la population. Donc en fait, le projet repose sur une collaboration entre justement le groupe dont je fais partie à Pasteur, qui étudie tout ce qui est processus immunitaire et notamment réactions inflammatoires. Également la grande expertise des chimistes de l'université, qui, comme ils ont pu le montrer, étudient et sont vraiment pour la valorisation des molécules qui sont issues de plantes et même des plantes de manière générale de la biodiversité de la Calédonie. Également, nous serons en collaboration avec une équipe d'Australie, de Sydney, qui, eux, ont pu montrer dans plusieurs papiers comment traiter certaines maladies neurodégénératives avec des plantes. Donc en fait, juste pour finir, ce que je voulais montrer, c'était principalement comment va se dérouler ce projet, puisque ce projet a été financé très récemment et qu'il démarre à peine. Quelles sont les principales étapes de ce projet et quelles sont les principales retombées perspectives attendues, et pour pouvoir en discuter pendant ces 3 jours. Les étapes du projet, très succinctement, d'abord la sélection des plantes calédoniennes sur lesquelles on va travailler, des plantes qui sont connues pour être utilisées dans la médecine traditionnelle, donc inoffensives pour l'homme a priori. Puis des extractions au niveau de ces plantes de manière, alors des extractions chimiques versus des extractions qu'on connaît être pratiquées dans la médecine traditionnelle, des décoctions, des macérations, etc. Enfin, nous testerons l'activité biologique éventuelle de ces extraits de plantes sur des cellules humaines, savoir si elles sont capables effectivement de contrôler une inflammation. Et les retombées attendues de ce projet, principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre à disposition de la population des préparations végétales, des phytomédicaments en quelque sorte, qui seraient validés scientifiquement, contrôlés dans leur posologie. Et perspective éventuelle également, ce serait, si ce projet est mené au bout, à ce moment-là, on pourra envisager même d'étudier d'autres propriétés pour ces extraits de plantes ou d'autres extraits de plantes, par exemple des propriétés de cicatrisation, des propriétés antimicrobiennes générales, des propriétés antitumorales, prolifération cellulaire, etc.
Et je crois que je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour l'effort de rapidité. En tout cas, sur ces questions de plantes et de valorisation des plantes, ça sera discuté dans les tables rondes. Le plan d'Occamo a été évoqué. Le plan d'Occamo, c'est un plan du gouvernement d'une réforme en profondeur du système de santé. La question de pharmacopée et de médecine traditionnelle, la reconnaissance des praticiens, c'est d'abord un problème politique. C'est-à-dire que le monde de la recherche, il est prêt à travailler avec les coutumiers. Il y a des recherches qui sont en cours. La question, elle est beaucoup plus politique. Il y a un texte de loi qui est sur la table depuis très longtemps pour l'encadrement juridique des savoirs traditionnels, notamment comment on protège la propriété intellectuelle, coutumière, etc. Il y a des travaux qui sont faits. Le blocage aujourd'hui, il est politique, il n'est pas au niveau de la recherche et de la volonté des chercheurs de travailler avec le terrain pour mettre à disposition des médicaments, et non pas au service, comme ça a été dit ce matin, des laboratoires, mais bien au service de la population calédonienne et ailleurs. On va changer de sujet, dernier sujet, désolé c'est un peu long, mais je pense que ça va alimenter beaucoup les tables rondes. Finalement, on a insisté pour qu'on parle quand même de tourisme, parce qu'on a parlé d'aquaculture, on a parlé d'agriculture, on a parlé de la valorisation de ressources naturelles. Toute cette thématique aujourd'hui sur le développement et sur de quoi on parle quand on parle des ressources et des capacités. Le tourisme, c'est un gros volet. On a bien vu la présentation de la province ce matin, avec toute la stratégie de la province, met le tourisme quand même haut. On n'a qu'une seule présentation sur le tourisme, donc on la garde quand même aujourd'hui. Et demain, on sera beaucoup plus sur des problématiques de gestion de risque, environnement et évidemment développement social. Donc je reprendrai la parole juste après et on passera à la séquence après. Je demanderai l'aide du coup des collègues de la province pour reprendre notre panneau tout à l'heure, juste après cette dernière présentation. 5 minutes. Oui, tu m'as même dit 3 tout à l'heure. Je vais le faire de toute façon très très rapide parce que je ne vais pas présenter vraiment de résultats de recherche, mais plus des pistes de recherche. En plus, il y a eu une présentation de la province des îles tout à l'heure sur la stratégie actuelle et ce qui se passait. Donc ça va aller assez rapidement. Alors c'est moi qui fais les diapos. Non, une petite introduction quand même, c'est que le travail que je présente, c'est pas moi qui travaille sur le tourisme, c'est un collègue de mon unité qui travaille à l'université de Nice dans la même équipe que nous à l'IRD, Jean-Christophe Gay. Mais si le travail se réalisait, il y a d'autres collègues ici en Calédonie qui ont travaillé sur le tourisme, notamment Olivier Hofer et surtout Sarah Bellec qui termine une thèse de doctorat mais qui a plutôt travaillé en province nord sur la place du tourisme dans l'accueil en tribu. On va le faire assez rapide. Et je vous invite, si vous êtes intéressés, à lire. Il y a un chapitre qui traite de cela dans le livre de Jean-Christophe de 2014, ainsi que dans le livre que Séverine a présenté ce matin, je crois, qui est sorti cette année sur l'économie calédonienne. Voilà, la Nouvelle-Calédonie face à son destin, et celui-ci c'était la Nouvelle-Calédonie, un destin un peu commun, donc il y a des destins là-dedans et des choses à réfléchir. Bref, quelques pistes de recherche. L'idée c'est comme l'indiquait dans le résumé, c'est d'étudier les effets du tourisme et de questionner le type de développement touristique qui est souhaité. La proposition était de travailler principalement sur 2 types de tourisme, le tourisme dit intégré. Il s'agirait d'évaluer la place du tourisme en gîte et en hôtel et les répercussions des week-ends découvertes, type fête de l'avocat, etc. Le tourisme de croisière, qui est quelque chose que vous avez pas mal ciblé ce matin et qui est quelque chose qui questionne beaucoup aussi le monde de la recherche. Il s'agit d'évaluer les impacts positifs et négatifs du tourisme de croisière sur les sociétés locales et les écosystèmes. Donc voilà les 2 axes. Quelques photos de 2010-2009 que Jean-Christophe Gay avait pris lorsqu'il avait fait le travail en amont du livre pour illustrer le tourisme qui est dit intégré. Donc j'ai parlé de la fête de l'avocat tout à l'heure, mais il y en a d'autres. L'intérêt d'étudier les répercussions de ces événements touristiques qui sont ponctuels et réguliers est vraiment effectif. Ça peut avoir des répercussions sur le développement d'autres tourismes, de la présence du tourisme aussi qui vient à d'autres moments parce qu'il est venu au moment de ces événements et qu'il a apprécié l'accueil et ce qui allait avec, donc culture, paysage, etc.
Le tourisme de croisière, donc là j'ai juste 3 diapos qui montrent que le tourisme de croisière en France, à Nouméa, Île-des-Pins, Lifou et Marie, vous voyez c'est ce qui est en gras, ça a une place vraiment importante. Donc il y a seulement à Marseille où il y a eu plus de croisiéristes. Donc ça montre l'intérêt d'y réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on veut poursuivre ce tourisme. Quelques photos, il y a un certain nombre de services qui sont proposés aux croisiéristes. Ici, juste les propositions de massage, mais il y a plein d'autres services. Et quelles sont les répercussions sur la société, sur quels sont les savoirs qui sont mobilisés aussi pour réaliser ces services-là. Tout ça, c'est des choses qui sont pertinentes à étudier et à comparer à la lumière... pardon, j'allais sauter cette diapo-là. Il y a des équipements aussi qui existaient pour les croisiéristes, notamment à UVA, où ça a été choisi d'arrêter. Et ce qui est pertinent si la recherche aide à appuyer les réflexions pour le développement touristique, c'est intéressant de comparer avec ce qui a été fait ailleurs. Donc il y a eu, pardon pour l'international, c'était l'international L. Il y a des recherches menées à l'international sur ces questions-là, et l'idée c'est de questionner les impacts directs des croisières sur les écosystèmes comme sur les communautés, en termes positifs et en termes négatifs. Je ne vais pas aller dans le détail. On peut en discuter durant les 3 jours, et je pourrais vous donner les contacts aussi des personnes les plus adaptées pour mener ces recherches-là. Et voilà la diapo de conclusion qui résume vraiment sur quoi est-ce qu'il est possible de travailler. L'idée est de décrire ce qui est donné à voir aux touristes, pourquoi on le fait, parce que ces choix-là, c'est des choix culturels, c'est des choix de société. On ne veut pas forcément tout montrer, et c'est important de bien savoir et avoir des décisions communes à ce propos. Donc d'identifier aussi les acteurs qui s'impliquent dans l'accueil des touristes et les raisons de leur implication. On ne s'implique pas tous pour les mêmes raisons dans l'accueil du tourisme. Et analyser à chaque fois les conséquences positives et négatives vécues, perçues et souhaitées, en distinguant bien le vécu, le perçu et le souhaité, parce que quand on a un vécu avec des choses qui se sont mal passées, on va moins bien appréhender le développement de certains types de tourisme, et inversement, si des choses se sont bien passées, je le fais un peu caricatural pour aller vite, mais l'idée c'est vraiment de décrire très nettement ça, et de proposer du coup une approche sociale et spatiale qui soit comparative entre les îles et comparative avec ce qui se passe sur la Grande Terre et ce qui se passe dans d'autres endroits, pour être en mesure d'apporter des réponses qui soient contrastées si besoin, parce qu'on ne sait pas forcément les mêmes réponses sur chacun des endroits, et de mettre en regard les 4 îles pour qu'il y ait des décisions aussi au niveau de la province. Voilà, j'ai été assez rapide, je crois. J'ai fait les 5 minutes. Merci beaucoup Catherine, bravo. En tout cas, ce sujet permet de répondre à la question: est-ce que le développement peut tuer le développement? Oui, un tourisme mal maîtrisé, un tourisme où on ferait n'importe quoi, peut complètement tuer la source elle-même. Et d'où l'importance de ces recherches, effectivement, plutôt des sciences humaines et sociales dans le domaine.